bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, nous avons avec nous Guy Sanson. Bonjour Guy Sanson. Bonjour Nathalie. Donc Guy Sanson, vous êtes photographe, vous êtes écrivain aussi, vous animez dans une troupe de théâtre à la Maison Marie-Paget. En fait, vous faites plein de choses. Puis j'aimerais ça entendre parler de vous, en fait. Bien, premièrement, on n'en avait pas discuté, mais je suis né à Plessisville. Hein. OK. Je suis originaire de Plessisville. Okay. Je suis parti de Plessisville à l'âge de 20 ans pour m'en aller à Montréal. Pendant que j'étais à Plessisville, c'est parce que je peux sûrement servir d'exemple de plusieurs manières différentes. Oui. C'est que moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais quelqu'un de très apathique. Okay. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne manifestait jamais beaucoup. Je faisais des migraines. J'ai fait des migraines à partir de l'âge de 9 ans, des migraines assez épouvantables. Et moi, plutôt que de dire aux gens qui m'entouraient, mes profs à l'école, par exemple, ou mes camarades, que je faisais des crises de migraine à répétition, je ne disais rien. Et je préférais que les gens pensent que j'étais gelé comme une bine à semaine longue. Parce que mes crises de migraine, ça impliquait que j'avais extrêmement de difficulté à m'exprimer, puis que le français, pour moi, c'était du chinois quand j'étais en train de faire une crise de migraine. Alors, mais je disais rien. Parce que, je ne sais pas, des années plus tard, j'ai revu des anciens camarades d'école, de cégep, qui étaient convaincus que j'étais toujours bien gelé quand j'allais à l'école. Puis bon, à l'époque, c'était correct, là. Ça faisait cool. C'est ça. Mais pourtant, je ne consommais pas de substances comparé à beaucoup de mes amis. OK. En plus, je faisais de la musique. Oui. Et la musique, j'ai joué dans un band pendant quelques années. Et quand j'ai quitté le band, j'ai continué... Même après que je sois devenu fonctionnaire dans la deuxième période de ma vie, je descendais à Plessisville assez régulièrement des fins de semaine pour faire de la musique avec mes vieux chums. OK. Et là, ce qui est bien triste, c'est que mon père, à l'époque, comme je disais, j'étais fonctionnaire, j'étais directeur régional de la planification et du contrôle opérationnel pour l'ensemble du Québec, à Emploi Immigration Canada. C'était pas rien. Non. Sauf que quand les gens demandaient à mon père, « Coudonc, ton fils, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, là? » Mon père, au Chevalier de Colomb, il disait, bien, mon fils, il est fonctionnaire, il a une très grosse job. Pour les gars, il ne croyaient pas. Il disait, oui, donc, je l'ai vu en fin de semaine. Il se tient avec des gars qui sont sur le BS, puis qui sont sur le chômage, puis qui ont les cheveux jusque-là. Parce que moi aussi, j'avais les cheveux jusque-là. Ça, c'était plate pour mon père, par exemple. OK. Parce que lui, il aurait aimé ça comme montrer une certaine fierté envers moi, là. Mais c'était à moi qui bloquait un petit peu. Mais quand j'ai lâché la musique, c'est un petit peu sur la demande de mes parents. Mes parents me disaient que c'était pas une vie. On ne pouvait pas vivre comme ça, puis il faudrait que tu trouves un métier, puis blablabla, blablabla. Et moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai toujours été beaucoup trop sage. Okay. J'écoutais mes parents. Okay. Alors, à un moment donné, j'ai complètement lâché la musique pour ça, en me disant, oui, ils ont raison, il faut que je fasse autre chose. Mais je me retrouve 50 ans, 60 ans plus tard et j'ai des regrets de ne pas être musicien aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, donc, la première période de ma vie, jusqu'à l'âge de 20 ans, là, la passion ne s'est jamais vraiment exprimée. Okay. C'est par la suite, lorsque je suis arrivé à Montréal, puis qu'on dirait que je me suis comme émancipé de mes parents un petit peu, là, ça a commencé à revenir tranquillement, pas vite. Okay. Je m'en allais à Montréal, moi, pour être publié. J'avais apporté un manuscrit. Et je me revois encore, ma blonde travaillait dans un petit hôpital au Carré Saint-Louis. Et on avait un appartement dans ce coin-là. Et je m'étais trouvé une vieille dactylo portative. Et j'allais m'installer au Carré Saint-Louis et je retranscrivais mon manuscrit, qui avait été écrit à la main, là, pour envoyer ça à un éditeur. Et je l'ai envoyé à un éditeur, aux Éditions du Jour, puis à un moment donné, j'ai reçu une réponse négative. Puis là, j'étais bien triste. J'ai sacré mon manuscrit dans le fond d'un tiroir. Puis là, je me suis dit, il faut que je me trouve une job, il faut que je travaille. Ça fait que c'est là que je suis devenu fonctionnaire une première fois. Il fallait subvenir à mes besoins. Et plusieurs années plus tard, j'ai retrouvé mon manuscrit et je me suis rendu compte qu'il manquait des lettres sur la dactylo. Puis je relisais ça. Puis je me disais, je comprends, il n'y a pas un éditeur qui aurait publié un torchon comme ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça fait que, comme je voulais absolument être reconnu, j'ai pris un des textes de mon manuscrit original. Là, j'ai retapé comme il faut. J'ai envoyé ça à l'Association des poètes canadiens-français, qui m'a retourné mon texte en me disant, « Monsieur, ceci n'est pas de la poésie. » Donc là, je me dis, « Oh, c'est... »
Fait que je vais envoyer ça au magazine Moi, qui vient de sortir. Le magazine Moi, qui avait été fondé par René Aumier-Roy. Le magazine Moi me retourne mon texte en me disant « Nous regrettons, monsieur, nous ne publions pas de poésie. » Eh bien là. Fait que là, moi, je comprends plus rien. Ouais. Fait que là, c'est comme, là, je mets vraiment ça dans le fond d'un tiroir, puis là, je touche pas à ça, puis je deviens fonctionnaire, puis... Ouais. Mais à quelque part, ça a toujours été plus fort que moi. C'est le besoin de créer quelque chose, c'est le besoin de communiquer. Oui. Alors, je deviens fonctionnaire, je commence à avoir des payes régulières. Là, j'ai de l'argent pour m'acheter des instruments de musique. J'ai de l'argent pour commencer à faire un petit studio à la maison, commencer à expérimenter un peu. Et je fais effectivement beaucoup d'expérimentation. Moi, c'est mon oxygénation. Oui. C'est quand je sors du bureau, là, j'ai besoin de me changer des idées, Oui. puis j'ai besoin de créer quelque chose. Oui. Alors, pendant un petit bout de temps, quand même, je fais des choses en musique. Puis, parallèlement, je fais de la photographie. J'ai, à ce moment-là, la chance d'avoir un ami qui vient lui aussi de Plessisville, qui s'appelle Pierre Ringuette, qui est devenu batteur pour Robert Charlebois. Et lorsque moi, je suis arrivé à Montréal, j'ai passé beaucoup de temps avec Pierre, à aller voir des spectacles de Charlebois. Pierre s'est retrouvé par la suite avec Yvon Deschamps. Et c'est là que j'ai vraiment... Quand Yvon Deschamps a enregistré Les Gignons, que ça donne, dans un petit studio à Brossard, j'étais là. Je faisais des photos. Je faisais des photos pendant les spectacles. Je faisais des photos pendant les répétitions. J'aurais une mine d'or de photos sur Yvon Deschamps au début de sa carrière si j'avais conservé ces photos-là. OK, vous Je les avez ai pu... toutes données à un moment donné. Mais c'est pour dire, en tout cas, que, tu sais, en étant fonctionnaire, là, je faisais quand même plein de choses à côté. À côté. Alors là, il y a eu une période où ça a été comme un petit peu plus calme, parce que là, probablement que la vie de fonctionnaire m'a rattrapé un peu. J'ai eu des tentatives à un moment donné, acheter un appareil photo, acheter des instruments de musique, faire des choses à gauche, à droite. Puis au niveau de la musique, à un moment donné, bien, je me rends compte quand même que techniquement, il faut que je m'améliore. OK. Alors plutôt que de m'inscrire à un cours de piano pour m'améliorer, j'ai tout revendu mes instruments de musique parce que je me disais, ben là c'est parce qu'en plus, je fais la photo, j'ai ma job à temps plein. Bon, en tout cas, ça devenait un petit peu compliqué. Ça fait que c'est ça, c'est qu'il y a toujours eu un besoin d'oxygénation. À un moment donné, dans ma carrière de fonctionnaire, ma deuxième carrière de fonctionnaire, qui a duré 15 ans, je me suis énormément promené. J'ai travaillé à Vancouver, j'ai travaillé à Ottawa, j'ai travaillé à Saint-John-Terre-Neuve, j'ai travaillé à Toronto. Et c'était quand même le fun parce que c'était toujours des challenges, des nouveaux challenges. Fait qu'à quelque part, ça demandait de la créativité. Oui. Alors ça me satisfaisait. Et à un moment donné, les conservateurs ont pris le pouvoir, ils ont décidé de couper dans la fonction publique. Et là, bien, les opportunités de me promener partout, ça a comme un petit peu tombé. J'ai vu un travail de rédacteur annoncé au gouvernement du Québec, à l'Office du tourisme du Québec. Et je me suis dit, hey, je fais une application là-dessus, moi, j'essaye ça. Parce que j'avais toujours quand même continué d'écrire. Oui, donc l'écriture a toujours fait partie. Ça a toujours fait partie de ma vie, effectivement. Oui, OK. C'est ça. Alors, je fais application là-dessus et à un moment donné, je reçois la lettre me disant que je suis classé deuxième. OK. Je rentre à mon bureau, au fédéral, et là, j'explique à mes patrons que je quitte. Parce que j'ai une autre job qui m'attend, pas mal plus intéressante. Ouais. Sauf qu'il y a une récession qui a commencé en 1990 et le poste en question n'a jamais été doté. Alors, je me suis ramassé sans job, en chômage pendant un bout de temps. Ensuite, même sur l'aide sociale, après coup, parce que, je ne sais pas, j'étais trop difficile à l'époque, puis ça ne me tentait pas d'avoir n'importe quoi comme job. Bien, vous saviez ce que vous aimez. Bien, c'est ça. C'est ça, hein? Vous savez, en tant qu'être passionné. Mais quand on aime quelque chose aussi, quand même, il faut essayer de s'assurer que... Il faut garder un certain pragmatisme. Il faut essayer de s'assurer qu'on va être capable de vivre de ça, autant que dans la mesure du possible. Parce que... moi, à un moment donné, comme j'écrivais beaucoup, j'avais des amis qui savaient que j'écrivais beaucoup, ils m'ont orienté vers quelqu'un qui travaillait pour le groupe Trastar, le magazine 7 jours. OK, oui. Et à 2 pas de chez moi, les gens étaient installés parce qu'ils se préparaient à lancer un nouveau magazine.
Et la rédactrice en chef, sachant que j'étais un bon garçon puis que j'écrivais un peu, elle m'a offert peut-être que je pourrais écrire des choses pour eux autres. Oui. J'écrivais son éditorial, je faisais des chroniques, je faisais des traductions d'articles, je faisais de la photographie, je faisais des dossiers, je faisais à peu près n'importe quoi dans le magazine. OK. Alors, ils m'ont dit, à un moment donné, il serait temps que tu rencontres le grand patron, M. Charon. Bonne semaine. Et j'ai rencontré M. Charon au cours d'un dîner, puis M. Charon m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie quand j'allais être grand. Et moi, c'était une espèce de suicide que j'ai commis à ce moment-là, là, puis je pense que je le savais. Je lui ai dit, moi, ce que je veux, je veux la job à Pierre Foglia dans la presse. OK. Alors là, mon étoile a tombé comme ça parce que le 7 jours n'avait rien à foutre de Pierre Foglia. Eux autres, ça ne les intéressait pas, là, OK. un gars comme ça. Alors, j'ai continué de faire des chroniques et de faire toutes sortes de choses au magazine 7 jours pendant un grand bout de temps. Plusieurs années plus tard, quelqu'un m'a donné la possibilité de rencontrer l'éditeur des éditions Québécois, OK, oui. qui est à la recherche d'auteurs. Alors, je vais le rencontrer, puis là, j'apprends que, en tout cas, je ne suis pas trop sûr que ça va faire mon affaire. J'apprends que c'est vraiment de l'écriture sur commande. OK. OK. Moi, je te téléphone un bonjour, puis je te dis, mon Guy, tu m'écris quelque chose sur les asperges. Ça fait que je suis, en tout cas, plus ou moins intéressé. Oui. Mais moi, je lui demande, mais si moi, j'ai de mon côté un manuscrit, est-ce que tu t'engages au moins à le lire, puis à peut-être le publier? Alors, il me dit oui. OK. Donc là, je me dis, c'est le fun, je vais juste écrire dans la vie. Oui. Mais j'ai beaucoup écrit. Comme je disais, j'ai écrit 29 livres, j'en ai 28 de publiés. Oui. Je me suis tapé un burn-out absolument monumental parce que l'écriture au Québec, ça ne paie pas. Non. Donc, c'est qu'à toutes les fois, à un moment donné, que j'achevais un manuscrit sur un sujet donné, un sujet imposé, Oui. là, je téléphonais à mon éditeur pour lui dire, as-tu autre chose que je puisse en commencer un autre tout de suite? Parce que là, moi, j'ai un loyer à payer, puis j'ai ci, j'ai ça. En tout cas, bref, c'est que, je te dirais, 7 jours par semaine, 8-10 heures par jour pendant je ne sais pas combien d'années, à un moment donné, c'est ça a donné un burn-out tout à fait carabiné. Oui. Qui a fait que là, je me suis vraiment, vraiment retrouvé dans la dèche la plus totale. Oui. Et c'est là que je suis revenu en région. OK. À l'époque, en 2004, ma mère était déménagée à Victoriaville. J'avais comme plus vraiment de famille à Plessisville. Alors, je me suis soigné. Et un bon jour, je me suis assis à mon ordinateur, puis je me suis dit, je recommence à écrire. OK. Alors, je me suis assis à mon ordinateur, et là, c'est le syndrome de la page blanche. Il n'y a absolument rien qui sort, il n'y a absolument rien qui vient. Alors là, c'est la catastrophe, parce que moi, ce que je veux dans la vie, c'est créer. Oui. Et là, je me suis rappelé qu'à l'âge de 16 ans, quand j'étais à Plessisville, j'avais commencé à un moment donné à faire de la photographie. Avec un ami qui avait reçu un appareil photo en cadeau. Et à toutes les fois qu'on sortait ensemble, qu'on faisait des petites expéditions en campagne, quelque chose, je lui disais tout le temps, apporte ton appareil photo, je vais payer de la pellicule. Oui. Et j'avais commencé à faire de la photo de cette façon-là. À l'âge de 16-17 ans, encore là, je faisais de la musique, il y avait la photo qui m'intéressait, mais c'était pas encore vraiment une passion. Et là, je me suis rappelé que j'avais commencé à faire de la photo, puis que j'avais comme un petit peu mis ça en plan. Et je me suis dit, je me remets à la photo. Oui. Et ce qui est absolument génial, c'est que la photo m'a permis de découvrir la région de Victoriaville, parce qu'on rappelle que je suis originaire de Plessisville. Oui. Plessisville, Victoriaville, c'est pas toujours évident, même si la distance n'est pas très grande. Là. Alors, je ne connaissais pas vraiment la région de Victoriaville. Alors, en commençant à faire de la photo, j'ai appris à connaître la région. Oui. Et graduellement aussi, c'est que j'ai amené beaucoup de personnes à redécouvrir la région par mes yeux. Oui. Fait que ça, c'est tout à fait trippant. Oui. Et c'est ça. Photo. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer à Victoriaville. Les premières années, là, ça a été assez épouvantable parce que, premièrement, j'arrivais de Montréal. Oui. Deuxièmement, j'étais originaire de Plessisville. Donc, j'étais vraiment pas un gars de la place. Et l'autre affaire qui était difficile, je pense, c'était que quand les gens me demandaient généralement,
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Oui. Bon. Alors là, de quoi je leur parle? Je dis, j'ai été fonctionnaire, j'ai été journaliste, j'ai travaillé au magazine 7 jours, puis j'ai écrit 28 livres. Ouais. Mais là, généralement, ça cassait les conversations. OK. Parce que là, les gens ne savaient pas comment poursuivre là-dessus. Il y en a qui me disaient, qu'est-ce que tu fais à Victoriaville? C'était si bon que ça. Oui, oui. Il y en a d'autres qui me disaient, tu dois être riche, tu as publié 28 livres. Non, Non, absolument quand on connaît la réalité du livre au C'est Québec, ça, c'est c'est ça. ça. C'est pas... Ça fait que, tu vois, graduellement, il y a comme des passions qui se sont développées à certains moments donnés de ma vie, qui n'ont pas nécessairement fleuri à cette époque-là, mais qui, à un moment donné, sont venus me rattraper. Ouais. La photo m'a rattrapé, puis ça, j'en ai fait mon métier. Ben, moi, en fait, là, tu sais, comment j'ai appris à vous connaître, c'est vraiment par le biais de vos photos. Parce que, je crois qu'à un moment donné, on est devenus amis sur Facebook. Puis, Ouais. j'ai vu vos photos passer. Puis aussi, tu sais, je fais partie des événements aussi. Donc, parce que toi, tu couvres aussi beaucoup d'événements. Admettons qu'il y a un festival, vin et fromage. On te voit avec ta caméra. Tu prends des photos, puis tu les mets sur... Ben, t'es publié, en fait, là, sur Facebook. Là. Oui, beaucoup. Oui. À l'origine, c'était mon appareil photo me servait justement à apprendre à connaître ma ville dans ses moindres recoins. Oui. Ensuite, à sortir un petit peu puis connaître ma région beaucoup mieux. Et aujourd'hui, ça fait que, écoute, c'est un petit peu débile d'une certaine manière parce que ma blonde a un petit chien. Un petit chihuahua à poil long qui s'appelle Lucille. OK. Lulu pour les intimes. Lulu a sa page Facebook. Et souvent, on a des gens qui nous croisent sur le trottoir et qui viennent spontanément nous parler. Les gens me connaissent. Les gens reconnaissent Jacinthe. Oui. Les gens reconnaissent Lulu. Aussi. Puis des fois, même les gens ne se donnent même pas la peine de parler à Jacinthe ou à moi. Ils parlent tout de suite à Lulu, s'adressent à Lulu, petit pitou, blablabla. Là, Jacinthe, souvent, on rencontre des gens, puis elle dit « C'est qui? » Bien là, souvent, moi, je lui dis « Écoute, je ne le sais pas. Oui. C'est ça, hein? Ouais, On vous connaît, mais vous, c'est... ça. Une espèce de petite notoriété locale qui est finalement quand même pas trop désagréable, là, parce que c'est pas envahissant tant que ça, finalement. Là. Mais ce que ça donne, par contre, c'est que quand je photographie des événements, c'est que je connais beaucoup de gens, ou il y a beaucoup de gens qui me connaissent, et à ce moment-là, ça rend l'approche beaucoup plus facile pour faire des photos. Oui. Si j'ai besoin de quelqu'un dans ma photo, je vais aller voir cette personne-là, je vais lui dire, est-ce que vous acceptez d'être dans ma photo? C'est pour tel organisme, c'est pour la ville, c'est pour ci, c'est pour ça. Oui. Puis la plupart du temps, les gens acceptent. Et ce que ça va donner aussi, souvent, c'est que ça donne des beaux sourires. Mais oui. Les gens n'ont pas l'impression de se faire prendre en défaut ou de se faire prendre par surprise. Non, c'est ça. Ça fait que ça, c'est très le fun, ça. Oui. Est-ce que vous vivez de cette passion-là ou c'est vraiment la photographie? Bon. Écoute, je suis retraité quand même. Oui, là. OK. Alors, ma première source de revenus, ça reste quand même ma retraite. Oui, OK. Malheureusement, je ne suis pas retraité du gouvernement avec une pleine pension du gouvernement. Ouais. Mes amis qui étaient fonctionnaires avec moi à l'époque, lorsque moi je suis parti, qui ont pas mal tous arrêté de me parler parce que, d'une certaine manière, je pense qu'il y avait une espèce de frustration un petit peu de leur part de voir que moi, j'avais décidé que là, je faisais ce qui me tentait dans la vie. Oui, c'est ça. Oui. Parce que tout le monde, au début, quand ça devient fonctionnaire, c'est comme, moi, c'est quelques mois ou quelques années tout au plus, puis après, je vais... On verra. Je vais faire ce qui m'intéresse dans la vie. Oui, OK. Puis finalement, tu te fais prendre au piège, puis tu restes là jusqu'à la retraite. Mais ces gens-là, aujourd'hui, là, ils ont des mots juste de belles retraites. Ça, c'est l'aspect, des fois, qui me chicote un petit peu, là, parce que moi, j'ai rien. J'ai ma retraite, ma pension du gouvernement. Et par contre, effectivement, je vais chercher ce que j'ai pas, je vais le chercher par le biais de mes photos. Oui, c'est ça. On parle, mettons, de l'année 2020, l'an dernier, la première année de la pandémie. Je m'attendais à ce que ça soit totalement catastrophique. Oui. Mais pour moi, ça a été une année record. OK. Parce que j'ai vendu beaucoup de photos, j'ai fait des expositions. Oui. J'ai fait ce qui m'a un petit peu beaucoup aidé aussi à un moment donné, c'est que ma blonde qui travaille en tourisme à Victoriaville et sa région s'est rappelé que j'avais écrit 28 livres. Oui. Bah. Alors, à un moment donné, ils ont eu besoin de rédacteurs et j'ai postulé.
OK. Et j'ai obtenu des contrats de rédaction, ce qui a beaucoup compensé pour les contrats de photo là, qui étaient tout en train de s'évaporer. là. OK. Alors, dans le fond, encore une fois, c'est une de mes vieilles passions qui m'a un petit peu rattrapé Oui. et qui m'a aussi redonné l'envie. Alors, de plus en plus dans mes photos maintenant, c'est que j'ai tendance à joindre du texte. Oui. Et ça risque d'être de plus en plus fort là, OK. à mesure que j'avance en âge, Ouais. même avec l'idée peut-être de faire des livres OK. qui Des livres photos? texte et photos. Texte et photos. Ouais, ouais. OK. Oui, oui. Ben oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On verra. À suivre, hein? À suivre. Mais si les gens, admettons, ils voudraient voir vos photos, OK? Comment qu'ils peuvent... vous avez une plateforme Facebook? J'ai une page Facebook. Comment qu'on peut aller voir ce que vous faites, en fait? Puis, est-ce que vous faites de la photo, par exemple, quelqu'un voudrait des photos pour leur mariage? Est-ce que ça se fait, ça, ou c'est vraiment de photos, hein? Bonne question, hein? Écoute, la photographie de mariage, j'en ai fait, j'en ai pas fait beaucoup. Parce que premièrement, dans le domaine de la photo, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que tout le monde est photographe. OK, oui. Tout le monde fait des Ouais, photos avec ouais. son téléphone cellulaire. Oui, Au niveau des mariages, ça fait qu'un photographe de mariage, dans le fond, ne peut plus charger ce qu'il chargeait il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, ben c'est ça, il y a trop de disponibilité. Il y a beaucoup de photographes qui débutent, aussi. qui vont en plus vous offrir de faire une job gratis ou pour un montant absolument ridicule. Oui. Et ça, c'est un petit peu... tu sais, on est là à parler de passion, puis je veux pas avoir l'air d'un éteignoir, là. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui s'achètent un appareil photo, qui vont mettre 500$, un Kodak, une lentille, un flash, puis qui se font faire une carte d'affaires pour s'annoncer comme photographe. Mhm. Mais j'ai vu des histoires épouvantables de personnes, à un moment donné, sur Facebook, entre autres, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, une jeune femme qui ne voulait plus faire de photos parce qu'elle avait photographié un mariage, puis que les mariés lui avaient reproché, lui ont carrément donné de la merde, OK. puis qu'elle avait d'une certaine manière gâché leur mariage parce qu'il n'y avait pas de souvenirs. OK. Ça fait que moi, j'essaie d'inciter les gens, apprenez à connaître votre appareil, Ouais. apprenez les notions de base de la photo Oui, avant avant de vous lancer. Oui, c'est vrai. J'ai donné il y a quelques semaines à un ami, un vieil ami, qui fait de la photo. Il est très compétent dans ce qu'il fait, mais là, il s'est fait offrir de faire un mariage. OK. Mais avant de faire son mariage, il s'est dit, ben quand même, il faut que j'améliore certaines choses. Oui. L'utilisation de mon appareil, puis en plus, connaître un petit peu les situations qui se présentent à toi. Ça fait que c'est ça. Ça fait que les mariages, puis en plus, les gens, t'as beau leur faire un prix qui a de l'allure, Oui. je dirais quasiment un prix d'amis dans chaque cas. Là, ils ont des exigences, là, ça finit plus, ça Oui, finit c'est plus. ça. Là, tu sais. Ça brime un peu. Ça brime un peu l'élan de photographie aussi. Admettons, faire des photos de mariage, c'est pas comme si, admettons, bon, vous vous promenez dans la rue, vous voyez quelque chose qui habite votre cœur, qui l'anime, puis vous Ouais, voulez le c'est prendre ça. en photo. C'est pas la même chose. Il y a une structure, il y a un cadre. Ouais. Puis j'imagine que ça peut moins vous parler. C'est ça. Mais Ouais. moi, j'ai 2 façons de travailler. Je pars avec mon appareil photo et je fais ce qui me plaît, Ouais. ce qui me tente, ou j'ai un contrat. Mais en même temps, quand j'ai un contrat, j'ai toujours l'œil ouvert. OK. Parce Oui. que là, peut-être qu'il y a des photos que moi, je pourrais faire, dont mon client n'aura même pas besoin parce que c'est pas tout à fait de contrat. Tu sais. Oui. Dans le fond, je lui vole 15 minutes, là, où Oui. je fais des photos pour moi. Là. Oui. Et ça peut quand même conduire à de la photo créative. Oui. Le mariage, ça peut aussi donner de la photo créative. Oui. Sauf qu'à un moment donné, moi, j'ai pas la mentalité. Comment je pourrais dire ça? J'ai pas la mentalité. Regarde, je vais photographier ton mariage, là, mais ça va fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis tu me donnes temps, puis moi, je te donne 18 photos, puis tu sais, je Ouais. suis pas comme ça. Non, c'est ça. Moi, je commence c'est quelque ça. chose, là, puis je fonce dedans, la tête la première, puis je finis ma journée de mariage, je suis complètement mort. Oui, c'est pas pareil. Et là, en plus, la journée n'est pas vraiment terminée parce qu'à un moment donné, il faut sélectionner les photos, il faut en Ouais. corriger quelques-unes. Puis des fois, quand ça m'est arrivé une fois, les mariés étaient là derrière moi, dans mon bureau, en train de regarder passer les photos. Puis moi, je veux ça, puis je veux ça, puis tu peux-tu me faire ci, puis tu peux-tu me faire ça, puis en tout cas, C'est bref. ça. Non, c'est absolument... C'est autre chose. C'est ça. C'est Ça fait ça. que, à moins que j'aie un vieil ami là, qui se marie Oui. l'année prochaine, là, ça va me faire plaisir.
C'est ça. Et encore là, je vais le faire gratis. Oui. Mais de la photographie de mariage, non, je n'en fais pas. Je fais des photographies d'événements, surtout. OK. Je fais des photographies de famille à l'occasion. J'ai dans les photos que j'ai laissées à Francis, d'ailleurs, j'ai des photos de famille. Oui, qu'on va voir aussi à l'écran, là, en fait. Ben, là, c'est ça. hein. On va en J'espère voir bien. quelques... Ben, on devrait en voir quelques-unes. Oui, alors c'est quelque chose que je fais. Mais ce que je fais beaucoup, par contre, aussi, c'est que les gens vont voir mes photos sur Facebook ou sur Flickr. Oui, OK. Et les gens m'achètent des photos. Oui. Ça serait-tu possible d'avoir ci? Ça serait-tu possible d'avoir ça? Quel format? Quel médium? Oui. Ça peut être imprimé sur toile, ça peut être imprimé sur acrylique. À titre d'exemple, j'ai le groupe RDL, la grosse firme comptable, qui a plein de mes photos dans ses bureaux. J'ai le Saint-Hubert Barbecue, le nouveau Saint-Hubert qui est près du réservoir Baudette, qui, dans son corridor, entre les deux commerces, là, a plein de mes photos. Oui. Donc ça, ça aide un photographe à vivre un peu. Ça, c'est bon. Oui, c'est ça. Bien sûr. Mais effectivement, la plupart du temps, je fais ce que j'aime. Oui, Quand ça me tente, puis c'est ce qui est important. c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Sanson, d'avoir accepté. Hey, ça passe vite hein, quand on parle de ce qu'on oui, aime. oui. Mais avant de quitter, en fait, je vous remercie, mais aussi en même temps, j'aimerais ça savoir pour les personnes, justement, j'en ai parlé un peu, la page Facebook. C'est quoi votre page Facebook s'ils veulent vous voir? Ben, écoute, j'ai une page Facebook au nom de Guy D. Sanson. OK. D étant un de mes prénoms. Là. Oui. Et c'est surtout sur Flickr. OK. L'expérience est plus intéressante sur OK. Flickr parce que sur Flickr, j'ai à peu près, je pense que je suis rendu à peu près à 3500 photos. Et tu peux regarder les photos à plein écran OK. et tu peux comme défiler les photos comme ça, une Oui, par une, oui. ou tu peux aller consulter des albums qui Parfait. portent des noms aussi évocateurs que, par exemple, Victoriaville et sa région, Oui. Portrait, Oui, voilà. Oui. Panorama. Un gros merci. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, Nathalie. Donc, c'est ce qui conclut notre émission et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.